Bonjour à tous et soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro et cette nouvelle conférence, cette Up conférence qui porte plus précisément là sur notre cerveau. Le cerveau est-il complice ou est-il victime des fake news? Ça va être le sujet que l'on va traiter ce soir. Mais qui dit fake news dit aussi médias, information et investigation. Je vous présente juste à côté de moi Brice qui travaille pour le Creatis à Phare, qui est l'incubateur culture et médias du groupe SOS, pour un appel à candidature. Je voulais que vous en parle un peu plus pour vous qui êtes derrière votre écran et qui avez pour projet ou qui avez déjà une entreprise dans les médias. Absolument. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup, Macha, pour cette invitation. Alors, effectivement, les fake news, c'est un vaste sujet et qui dit lutter contre leur diffusion, dit aussi quelque part participer à rétablir le lien de confiance entre la société et les médias, et ce, partout sur le territoire en France. Et c'est un petit peu avec cet objectif de proximité, de décentralisation de l'écosystème média que Creatis a choisi de lancer un nouveau programme d'accompagnement à destination des médias qui s'appelle Horizon. Donc avant de vous en dire un petit peu plus, je vous présente rapidement Creatis pour contextualiser un petit peu. Alors comme le mouvement Up, on fait partie du secteur culture du groupe SOS. À Creatis, on accompagne depuis 2012 des entreprises de la culture et des médias dans leur développement et leur transformation. On les héberge également dans des lieux de vie à Paris et à Bruxelles, notamment. À Creatis Paris, on a la chance d'accueillir notamment le magazine Têtu, que vous devez connaître, évidemment le mouvement Up, le magazine Chute, La Déferlante, le studio de podcast Louis Média ou encore la newsletter Les Glorieuses. À côté de ça, Creatis pilote également des programmes d'accélération et d'incubation pour les startups, comme le programme Source, qui est spécifiquement destiné à l'entrepreneuriat féminin et aux entrepreneuses qui sont éloignées de l'écosystème startup classique. Et donc, ce fameux programme Horizon, dont on vient tout juste de lancer l'appel à candidature, qui est ouvert depuis le 26 mai et qui restera ouvert jusqu'au 1er juillet prochain. Alors, en quelques mots, Horizon, c'est quoi? Donc, c'est un programme de formation, de coaching, de suivi, d'accélération pour les jeunes médias qui va s'articuler autour de 3 verticales thématiques, le podcast, la vidéo et la newsletter. C'est un programme qui va donc être accessible partout en France et c'est la première fois pour Creatis. C'est un accompagnement qui va durer 4 mois, de septembre à décembre prochain. Donc, vous pouvez postuler où vous soyez, à Paris, en Île-de-France, mais également en région et partout en France. Cet accompagnement va en fait mélanger de la formation, du coaching individuel, des ateliers, des retours d'expérience d'entrepreneurs médias issus de la communauté Creatis, mais aussi de plein de médias indépendants intéressants. Je vous donnerai quelques noms après. Il y a vraiment de belles têtes d'affiche sur ce programme. C'est un programme qui est soutenu par le ministère de la Culture, qui est soutenu également par les principaux groupes médias de visuel public, Radio France, France Télévisions et l'INA. Et on va faire appel justement à une cinquantaine d'experts médias pour accompagner au quotidien les participants au programme, pour partager leur expérience. Et parmi ces différents experts médias, on aura notamment pas mal de têtes d'affiche, comme Rebecca M. Salem, qui est la cofondatrice de la newsletter Les Glorieuses. On aura le plaisir de recevoir également Lorraine Bastide, qui fait un podcast qui s'appelle La Poudre. On aura le plaisir de recevoir Éric Scherer, le directeur de l'innovation de France Télévisions. Thomas Rozek de Binge Audio. On aura également, j'en oublie quelques-uns, mais Agnès Chauveau, qui est la directrice de l'innovation de l'INA, donc vraiment de belles références qui viendront partager leur expérience aux entrepreneurs médias. Et pour terminer, on a pour objectif de recruter 45 projets. Donc, si vous portez vous-même une solution en lien avec les médias, ou si vous portez un projet éditorial média en lien avec le podcast, la vidéo, la newsletter, on vous invite à postuler, évidemment. L'idée pour nous, c'est de pouvoir sélectionner au moins 50% de projets qui sont portés par des femmes et au moins 30% de projets issus des régions, donc hors Île-de-France. Donc, si vous vous sentez concerné, si vous avez envie de postuler, on vous invite à le faire sur notre site internet résidencecreatis.com/horizon au pluriel. Et comme les choses sont bien faites, pour le coup, on a mis tous les liens sur tous les réseaux, sur Facebook, sur YouTube, sur Twitch, sur Twitter, sur tous les endroits, sur tous les lieux
nous sommes présents ce soir en réseau. Merci beaucoup. Génial. Brice. Merci Macha, merci à toi. À Bonne bientôt. conférence, à bientôt. Je continue et je poursuis. Hop, et je rebranche mon micro en espérant que tout le monde m'entende. Est-ce qu'à la réalisation, on peut m'afficher tous les invités de cette conférence de ce soir, s'il vous plaît? Bonsoir à tous les trois. On est sur un sujet ce soir. Est-ce que le cerveau est complice ou victime sur les sujets de fake news? Cette Up conférence, je voudrais aussi remercier mes partenaires que sont Accenture, le Crédit Coopératif, le groupe Up et la mairie de Paris, sans lequel on ne pourrait pas faire cette Up conférence. Merci à vous trois d'être présents pour 55 minutes sur ce sujet-là. On va faire un tour de table. Honneur aux dames. Coralie Chevalier, je vous laisse commencer en vous présentant plus particulièrement. Bonjour Coralie. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc, je suis Coralie Chevalier, je suis la vice-présidente formation de l'université PSL et je suis chercheuse à l'École normale supérieure PSL en sciences cognitives. Et je dirige le CPES, qui est une formation coportée par Henri IV et l'ensemble des établissements de PSL, et une formation qui s'appelle Sciences pour un monde durable. Et dans l'ensemble de ces formations, on fait attention au développement de l'esprit critique et à la façon dont les sciences cognitives peuvent être utilisées pour faire notamment de meilleures politiques publiques. Merci Coralie. Joachim, je vous laisse vous présenter. Bonjour, alors déjà, merci beaucoup de m'avoir invité. C'est un honneur de participer à cette intervention auprès de deux experts des sciences cognitives. Rapidement, j'ai été au CELSA, qui est une école de communication orientée à sciences sociales. En parallèle de ça, je pratique l'illusionnisme depuis environ 10 ans et j'ai fait mon mémoire sur l'intégration de l'illusionnisme dans la formation professionnelle. Donc, comment la magie peut être utilisée comme outil pédagogique pour développer des compétences. J'ai développé des ateliers où j'utilise l'illusionnisme pour illustrer des situations dans lesquelles le cerveau peut se tromper. Et donc, le but de ces ateliers est de développer l'esprit critique. Donc, j'ai des sujets qui touchent aux théories du complot, aux fake news et aux techniques de manipulation. Et en parallèle de ça, je suis également formateur en éducation critique aux médias pour le groupe Artemis Asfam. Voilà. Et rapidement, pourquoi j'utilise la magie comme outil pédagogique? Il y a deux raisons. Le premier, c'est qu'il me semble que c'est un outil très efficace pour capter l'attention des élèves, qui est de plus en plus difficile à mobiliser aujourd'hui, parce que c'est une pédagogie qui est basée sur la surprise et sur l'émotion, et ça permet donc de favoriser l'ancrage mémorial de certains concepts que j'associe à ces tours de magie. Et la deuxième raison, c'est que ça permet d'illustrer de manière concrète, qu'on peut se faire avoir facilement par des choses qu'on ne comprend pas. C'est un bon angle pour aborder la notion de perception, donc de perception de ce qu'on voit, du contexte et de différentes notions, et d'expliquer également que même si avec un tour de magie, on sait que la personne cherche à nous avoir et qu'on se fait quand même avoir, avec le cas des fake news où on n'a pas forcément notre esprit critique qui est en alerte, et on a d'autant plus de chances de se faire manipuler. Voilà un peu le... Et justement, Joachim, on en reparlera tout à l'heure de quel est de manière très pratique aussi ton retour terrain sur justement cette approche-là de l'illusion, le cerveau et le biais cognitif et les fake news. Mon dernier invité est Albert Moukébert. Bonsoir Albert. Bonsoir Macha, merci de l'invitation. Je m'appelle Albert Moukébert, je suis docteur en neurosciences et psychologue clinicien. Je suis enseignant à l'université Paris 8. Et je suis membre du panel d'experts du CSA pour la lutte contre la désinformation en ligne. J'ai aussi cofondé un collectif qui s'appelle Chiasma, où on réfléchit à comment on forme nos opinions et comment est-ce qu'on pourrait changer d'avis. On appelle ça la flexibilité mentale. Et il y a peu de temps de ça, et je pense qu'on va pouvoir l'afficher, vous venez de sortir un nouveau livre sur le cerveau. Pour mieux le comprendre, votre cerveau vous joue des tours. Et on a le plaisir de vous dire qu'on a travaillé durement avec votre maison d'édition qui, on a une petite offre pour tous ceux qui sont intéressés pour lire votre livre. N'hésitez pas, on va vous mettre tous les liens pour que vous ayez plus accès et que vous compreniez, que vous ayez encore plus loin dans la démarche. Vous l'aurez compris. Alors, pour que vous expliquiez, on a fait il y a quelques mois de ça déjà une première conférence sur le sujet des fake news pour mieux les comprendre, mieux les définir. Il nous semblait indispensable maintenant de comprendre ce qu'était le biais cognitif et je vais commencer avec vous, Coralie et Albert, sur le sujet. Mais donc, pour vous expliquer, et je vous encourage très vivement d'ailleurs à aller voir la première conférence que nous avions eue et qui est en rediffusion sur notre chaîne YouTube pour que vous compreniez. On va aller décortiquer effectivement là le biais cognitif et dans la prochaine conférence, je vous le dis, on sera sur un sujet sur les théories du complot.
Albert, Coralie, pour comprendre déjà ce qu'est un biais cognitif, je voudrais comprendre ce que c'est que les sciences cognitives. Si vous aviez une définition à donner à ça, ça serait quoi? C'est quoi des sciences cognitives? Albert, qui a le micro ouvert pour commencer peut-être. C'est quoi les sciences cognitives? De la manière le plus simple d'expliquer les sciences cognitives, c'est faire peut-être un mini historique. Pendant longtemps, on étudiait les humains à travers plusieurs disciplines. Il y avait, je sais pas, la neurologie qui étudie le système nerveux, la psychologie qui étudie la psychologie, la sociologie, l'anthropologie, la linguistique. Et il y a quelques décennies, des chercheurs se sont dit, ce serait pas mal d'étudier l'humain sous toutes ses coutures. Du coup, de faire une sorte d'approche transdisciplinaire qui peut développer des modèles théoriques. En science, on aime bien développer des modèles pour essayer de comprendre comment ça marche, pas juste voir si ça marche ou pas. Des modèles théoriques qui soient aussi bien cohérents avec nos connaissances en neurosciences, nos connaisses en psychologie, en sociologie, etc. Et donc, les sciences cognitives, ça englobe cette approche pluridisciplinaire où on retrouve des approches qui vont prendre l'humain aussi bien sur sa réalité biologique, donc comme avec les neurosciences fondamentales, cognitives, la vie psychique interne, donc la psychologie, en contexte, donc la sociologie, l'histoire de l'espèce, l'anthropologie, la linguistique, de différents langages, la philosophie, l'informatique, même des fois pour faire des modélisations. Je ne sais pas si Coralie a des choses à rajouter. Est-ce que Coralie, vous vouliez rajouter quelque chose là-dessus? Ben non, c'est très bien expliqué. Peut-être qu'on peut prendre un exemple. Par exemple, apprendre. Qu'est-ce que ça veut dire apprendre? Ça, c'est un grand sujet des sciences cognitives. Si on prend plusieurs perspectives, on comprend ce que sont les sciences cognitives. Donc, comment est-ce que le cerveau apprend? Est-ce que le cerveau peut tout apprendre? Est-ce qu'on peut apprendre toute sa vie? Qu'est-ce que ça change d'être dans une culture plutôt que dans une autre culture? Pourquoi est-ce que les enfants arrivent très très bien à apprendre les langues étrangères et puis nous, quand on est adulte, on n'y arrive plus du tout? Quels sont, au niveau des neurones même, les mécanismes qui font que des réseaux neuronaux favorisent certains apprentissages et pas d'autres? Donc, vous voyez que toute la diversité des disciplines et des manières d'envisager la question, qu'est-ce que ça veut dire apprendre et comment est-ce qu'on apprend? Finalement, c'est ça les sciences cognitives. On prend un même objet et on l'examine en abordant les choses de plein de manières différentes, en utilisant les connaissances qui proviennent de plein de disciplines différentes. Et justement, dans les recherches que vous avez fait, Coralie, on apprend quoi sur notre cerveau et sur la mécanique de notre cerveau d'appréhension des sujets, des actualités dans une société qui en regorge à l'heure actuelle? Est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu ce que l'on peut apprendre? Ce qu'on peut apprendre. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pourquoi est-ce qu'on apprend certaines informations plus facilement que d'autres? Pourquoi est-ce qu'on retient certaines informations plus facilement que d'autres? Donc, l'hypothèse de départ, quand on s'intéresse à ce sujet, c'est de se dire qu'on ne naît pas en tant qu'humain en étant une table rase, sans aucune prédéfinition. En fait, on naît avec des prédispositions pour apprendre certaines choses plus facilement que d'autres. Pour prendre un exemple très concret, on apprend plus facilement et on mémorise plus facilement les événements négatifs que les événements positifs. On est préparé à apprendre rapidement, à retenir rapidement des informations sur ce qui peut nous faire du mal. C'est ce qui fait que, par exemple, quand on boit trop d'un certain type d'alcool, on peut déclencher à vie une aversion pour, par exemple, l'anis. D'accord? Donc, ça veut dire que notre cerveau, il est préparé pour apprendre très rapidement des informations qui peuvent, in fine, nous nuire. Très clair. Albert, dans le début de votre livre, justement, il y a un exercice qui est très concret et que je trouve pour le coup extrêmement efficace pour comprendre comment notre cerveau a besoin d'interpréter et de créer des cohérences en fait avec le réel. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu cet exercice-là qui fait et qui nous permet de comprendre que à actualité différente ou en tout cas à situation identique entre plusieurs personnes, un cerveau peut percevoir une situation de manière différente que la même personne qui est à côté de moi qui va vivre la même chose? Oui, je vais essayer de résumer cette expérience. En fait, on a tendance à croire qu'il y a quelque chose de très intuitif qu'on ressent tous, on est différent. Mais on peut se poser la question de pourquoi est-ce qu'on est différent. Le monde est une réalité commune qui est supposée être stable. Du coup, à partir d'un stimuli qui est stable, on arrive à des réactions très très différentes.
Et ça, c'est dû à comment on interprète la réalité. Et chacun de nous va interpréter la réalité à sa manière. C'est, par exemple, moi, en tant que psy, quelque part, c'est ça, la personnalité. C'est quoi la personnalité? La personnalité, c'est comment est-ce que je réagis face à un même événement. Donc, par exemple, imaginez que moi, j'ai fait ma thèse sur quelque chose qui s'appelle la phobie sociale, c'est la peur de parler en public. Si moi, je suis phobique social, c'est un trait qui me définit. Par exemple, je suis en train de parler maintenant avec vous et je suis phobique social, donc j'ai des a priori, comme disait Coralie, on n'est pas vers une sorte de table rase, on a tout le temps nos a priori. J'ai des a priori qui font que je pense que les gens me jugent négativement. Donc je vous regarde, vous êtes en train de me regarder et je me dis que je vois dans ses yeux qu'elle est en train de se dire j'aurais jamais dû inviter ce mec-là, il est nul, je vais peut-être commencer à avoir la voix qui tremblote et ne plus trouver mes mots, essayer de boire un peu plus d'eau et peut-être au pire fermer la caméra et dire ma connexion a coupé. Inversement, si moi, au contraire, je suis pas du tout phobique social, moi je suis le mec qui a la plus grosse tête au monde, je pense que je suis le plus brillant des scientifiques qui ont jamais existé. Je vous regarde, vous n'avez pas changé du tout, vous êtes encore en train de regarder votre caméra de la même manière, vous hochez la tête de la même manière, et là je me dis, je vois dans ses yeux qu'elle est épatée, et elle se dit, genre c'est le meilleur invité, il faut que je l'invite à chaque fois qu'on fait une conférence, indépendamment du sujet. Donc à partir d'un même signal, comment je réduis, donc vous n'avez pas changé, ce qui a changé c'est mes a priori, et ces a priori vont conditionner comment je vais stabiliser les signaux que je reçois, que ce soit des signaux sociaux, que ce soit un article de news, si on parle par exemple de fake news, que ce soit des interactions dans la rue. Je suis en train de marcher dans la rue, quelqu'un me cogne l'épaule. Si je suis quelqu'un de colérique, par exemple, je vais me retourner et lui dire « Est-ce que tu me cherches ?» Et sinon, je vais peut-être me retourner et dire c'est moi et continuer mon chemin. Et donc, à partir d'une même réalité commune, selon les a priori qu'on a, selon les manières, nos traits de personnalité, nos états psychologiques, nos états physiologiques. Par exemple, si j'ai pas dormi, je suis plus irritable. Si j'ai faim, je vais être plus colérique. Si je suis stressé, j'imagine souvent le pire, etc. On va, à partir d'une réalité commune, avoir des interprétations très, très différentes qui vont conditionner les réactions que nous avons. Du coup, et ça s'applique encore une fois, par exemple, sur les choses que je vois sur des réseaux sociaux ou sur la manière dont je perçois mon couple ou mes potes, etc., et qui font que je suis qui je suis. On a fait une comparaison, en fait, on a essayé de créer un lien entre le biais cognitif et les fake news, et ça a été extrêmement intéressant auprès de notre communauté. Nombre de personnes, en fait, et je suis désolée d'être un peu provoque auprès d'eux ce soir, m'ont clairement dit, nous ont clairement annoncé que, en fait, eux ne tomberaient jamais dans le panneau d'une fake news. Ce que je voudrais, en fait, par les explications et notamment par les explications que vous nous donnez en sciences cognitives, c'est aussi de comprendre que on peut tous tomber dans une fake news. En fait, ce n'est pas le propre d'un certain profil de personnalité ou d'un manque de connaissances ou d'un manque de savoir, mais c'est vraiment un ensemble de paramètres qui font ça. Et pour donner plus de contexte et plus de compréhension sur ce qu'on est en train de dire sur les sciences cognitives, je voudrais que l'on donne une définition du biais cognitif. Est-ce que Coralie ou Albert, vous pourriez me donner en fait une définition, ou même Joachim, si vous le souhaitez, que un de vous me donne une définition ou une première définition de ce qu'est le biais cognitif. Coralie. Ah, c'est tombé sur moi. Je suis désolée, c'est comme à l'école. Allez. En fait, peut-être que le plus simple, mais vraiment, je veux bien que Joachim et Albert complètent. La manière la plus simple de le définir, c'est de dire qu'un biais, finalement, c'est la différence entre notre façon de réfléchir et la façon dont un ordinateur réfléchirait en ayant exactement les mêmes informations. La raison pour laquelle je veux bien que Albert et Joachim complètent, c'est que moi, je pense qu'en fait, on n'est pas vraiment biaisé. Ce n'est pas une bonne façon de définir les choses, au sens où si, par exemple, je vous dis, il y a un bol de cerises et à l'intérieur de ce bol de cerises, il y a un cafard, juste un cafard. Ça va contribuer à polluer l'intégralité du bol de cerises, d'accord ? Plus personne n'a envie de... Alors qu'il n'y a qu'un seul cafard. À l'inverse, si vous avez un bol de cafard et juste une cerise, ça ne fonctionne pas. Donc, on pourrait dire « Ah, c'est pas symétrique, c'est bizarre, c'est un peu biaisé, c'est un peu irrationnel. » Mais vous avez bien l'intuition que non, ce n'est pas du tout un biais. C'est simplement que quand on a une crainte que peut-être il y a un pathogène, un contaminant, quelque chose qui est dangereux pour nous, on y accorde énormément d'attention. Alors, parfois, ça va un peu loin et puis c'est un peu disproportionné et on se méfie à tort et on se méfie des gens ou on se méfie des choses. Mais la plupart du temps, c'est assez adaptatif en réalité d'être biaisé de cette manière pour faire trop attention aux signaux négatifs. Voilà. Mais donc, je veux bien que d'autres complètent parce que moi, j'ai une vision peut-être un peu biaisée des biais. Albert, peut-être.
Non, ça me va comme définition. Après, je peux prendre un autre angle, comme on dit. On prend plusieurs angles. Pour moi, les biais, c'est une sorte de propriété de notre cerveau. Genre, souvent, on présente les biais cognitifs comme quelque chose de très mauvais, mais les biais peuvent aussi être bons. C'est nécessaire pour qu'on puisse fonctionner aussi. On a besoin de nos biais, des fois, pour créer de la cohésion sociale, pour se dire que mes potes sont meilleurs que les potes des autres, et du coup, être encore plus pote avec mes potes. Et en gros, les biais, c'est notre cerveau, en gros, pour le sujet dont on parle, en général, a besoin de faire deux opérations principales. On a besoin de prédire qu'est-ce qui va se passer et avoir un retour pour intégrer qu'est-ce qui va se passer. Par exemple, je veux traverser la rue, j'ai besoin de pouvoir prédire à quelle vitesse vient la voiture pour savoir si je peux traverser la route à temps ou pas. Mais on a des ressources mentales qui sont assez limitées. On a une attention qui est limitée, on a une perception qui est limitée. Et du coup, il faut qu'on compose avec des ressources assez limitées. Et pour cela, notre cerveau a besoin de faire des sortes d'optimisation, des raccourcis, qu'on appelle des heuristiques, pour ceux que ça intéresse. Mais des fois, quand on prend des raccourcis, on peut tomber sur des raccourcis qui marchent un peu moins bien ou un peu mieux. Et pour certains auteurs, dans la littérature, quand ça marche un peu moins bien, ils appellent ça des biais cognitifs. Mais c'est pas parce que c'est des biais qui marchent un peu moins bien qui sont nécessairement négatifs. Encore une fois, les biais dépendent souvent des contextes dans lequel je me trouve. Par exemple, une situation où un raccourci ou une prédiction du futur peut être très positif, c'est quelqu'un qui est optimiste. Du coup, on va jamais dire de quelqu'un d'optimiste, c'est pas bien. Si je suis optimiste, on a tendance à penser que c'est positif. Mais si vous emmenez un optimiste, par exemple, dans un casino, dans un autre contexte, là, il peut tomber dans ce qu'on appelle le biais d'optimisme. Et du coup, dans ce cas-là, ça devient très mauvais parce que je vais faire des prédictions que j'ai perdues à la roulette et le prochain coup, je vais récupérer mes sous. Et dans ce cas-là, je vais finir fauché. Du coup, les biais sont une sorte de rencontre entre un fonctionnement normal de mon cerveau et un certain contexte particulier qui peut faire que des fois, c'est pas bon et d'autres fois que c'est relativement bon. Et on n'a pas juste des biais cognitifs, on a des biais attentionnels. Je suis sûr que Joachim peut parler des biais attentionnels, par exemple, qui sont énormément utilisés dans la magie pour faire fonctionner les choses. Et du coup, je fais transition. Et j'ai une question juste avant, Joachim, qu'on revienne vers vous, parce que j'ai une question toute dédiée pour vous. Ce que je comprends, en fait, dans ce que vous me dites, Coralie et Albert, et pour que tout le monde comprenne, en fait, c'est que chaque cerveau a une interprétation. Et donc, du coup, je pose la question, mais sur lequel il n'y a peut-être pas de réponse, c'est comment est-ce qu'on fait pour faire société, sachant qu'on a une interprétation, en fait, qui est différente pour chacune des personnes. C'est extrêmement compliqué d'avoir un ensemble de cerveaux qui ne regardent pas nécessairement au même endroit. Alors oui et non, parce que du coup, cette interprétabilité de la réalité dépend aussi de l'ambiguïté de la situation, de l'incertitude d'une situation. Par exemple, aussi bien moi, je pense que je peux parler pour Coralie, on travaille énormément sur les situations d'incertitude. Et plus une situation est incertaine, et plus on peut l'interpréter. Effectivement, plus une situation est incertaine, et plus c'est difficile de faire société ensemble, et moins une situation est incertaine, et plus c'est facile. Par exemple, il n'y a pas énormément d'incertitude, d'interprétabilité de la réalité, de qu'est-ce qui se passe si je saute du 5e étage de mon immeuble. Il n'y a pas énormément d'interprétabilité sur la polio, mais il y a énormément d'interprétabilité sur la Covid ou le Covid, comme on veut dire, parce que c'est nouveau, c'est plus incertain. Et du coup, cette interprétabilité n'est pas genre dans une sorte de flou. Certaines situations sont plus ou moins interprétables et faire société ensemble, c'est décider sur une réalité commune. D'ailleurs, cette notion de réalité commune, on n'est pas obligé qu'elle soit réelle. Par exemple, on a décidé tous qu'il y a quelque chose qui s'appelle la France qui existe. Alors que ça n'existe pas vraiment. C'est une sorte de convention qu'on a décidé d'avoir. L'argent, le concept de couple, de religion, etc., etc. Et du coup, c'est une sorte de convention sur laquelle on peut se mettre d'accord. Et on a besoin de ce socle commun de réalité. Un socle commun de réalité, c'est pas nécessairement des opinions similaires, mais une réalité commune qu'on peut partager. Je peux te dire, viens regarder les choses de mon point de vue, et tu vas me dire, viens regarder les choses de mon point de vue. On a ce changement de point de vue, cette flexibilité mentale qui peut le faire. Et du coup, c'est pas genre tout est interprétable et rien n'existe. Il faut pas tomber dans le tout-votisme, mais selon les situations, quelque chose peut être plus ou moins interprétable, selon combien est-ce que c'est incertain, c'est nouveau, c'est ambigu, etc. Très clair. Est-ce que Coralie, vous voulez rajouter quelque chose ou sinon je veux bien juste ajouter le fait que parmi les choses auxquelles on est préparé, donc je disais tout à l'heure qu'on n'est pas une table rase et que quand on est préparé à certaines choses. On est préparé à coopérer. Ça, c'est quelque chose qui est propre à l'espèce humaine. Enfin, il y a des formes de coopération chez les animaux non humains, mais la coopération dans l'espèce humaine, elle est extrêmement importante. Et donc, coopérer, ça signifie quoi? Ça signifie qu'on fait attention aux coûts qui sont subis par les autres
et aux bénéfices de nos interactions. Et puis, quelque part, on essaye de trouver une moyenne entre tout ça. Et on est vigilant à la fois ne pas en faire trop, parce que sinon, on se fait exploiter. Donc, les gens ne sont pas généreux sans limite. Ils sont généreux dans une certaine limite. Et on fait aussi attention à en faire suffisamment, parce que si on n'en fait pas suffisamment, ça veut dire qu'on est des tricheurs. Et si on triche, on a du mal à former des amitiés et à être inclus dans les activités de coopération qui sont vraiment le socle de ce qui fait le succès de l'espèce humaine. Donc, ça fait qu'on fait société, alors même qu'on est tous différents. On a tous un intérêt à coopérer. Et les personnes qui n'ont pas en elles-mêmes cette intuition qu'il faut coopérer, qui sont par exemple psychopathes, mais au sens clinique du terme, c'est une maladie, la psychopathie, ces personnes-là, elles sont désinsérées de la société. Donc, même si on voit les choses tous différemment, il y a quand même un certain nombre de fondamentaux, et c'est ce que la psychologie cognitive a mis en évidence depuis plusieurs décennies. Finalement, on est tous différents, mais il y a quand même des grands principes communs. Tout n'est pas possible dans la psychologie, et en particulier, le fait qu'on soit spontanément engagé dans des activités de coopération, ça fait partie de ce qui est universel entre tous les membres de l'espèce humaine. Merci Coralie. Joachim, j'ai une question toute dédiée pour vous. Est-ce qu'il y a une distinction, alors pour le coup, parce que je suis novice sur le sujet, est-ce qu'il y a une distinction entre le biais cognitif et le biais d'interprétation? Ou est-ce que c'est la même chose? Une distinction entre le biais cognitif et le biais d'interprétation. On pourrait dire que le biais d'interprétation fait partie des biais cognitifs. On le voit avec les fake news. En effet, une image prise à un instant T, selon la manière dont elle est présentée, selon l'angle de vue par lequel la photo a été prise, peut être interprétée d'une manière totalement différente. Et c'est d'ailleurs un point que j'illustre par la magie. Je fais venir quelqu'un sur scène, je fais un tour de magie, la personne va être bluffée, va pas comprendre ce qui s'est passé, et l'ensemble de la classe qui a vu la situation d'un angle de vue différent, elle va comprendre ce qui s'est passé. Donc là, typiquement, ils se rendent bien compte que selon l'angle de vue dans lequel ils étaient, ils n'ont pas vécu la situation de la même manière. Très clair. Alors justement, dans les ateliers que vous avez, est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer ce que vous amenez et comment est-ce que vous faites comprendre en fait tous ces sujets-là, la question du biais d'interprétation, la question des fake news et comment est-ce que vous approchez ça et surtout quel est votre public? Oui, bien sûr. Pour le public, c'est des jeunes, collège. J'ai fait collège, décrochage scolaire et mission locale principalement. Donc le lien principal par lequel je peux débuter entre les fake news et l'illusionnisme, c'est qu'en fait, on se fait avoir de la même manière par les fake news et par l'illusionnisme. Il y a 3 points qui sont présents dans les deux. Le premier, c'est le trucage. Si on prend l'exemple du Covid, on peut très bien imaginer, il y a dû en avoir, des photos de laboratoires prises dans les laboratoires qui sont truquées pour vouloir faire passer un message. Le deuxième, c'est l'exploitation des biais cognitifs. Pour le Covid, ça peut être par exemple le fait qu'on a tendance à privilégier des explications simplistes plutôt que chercher à creuser une situation qui est complexe, parfois floue et difficile à comprendre. Et le troisième point, c'est les arguments manipulatoires qui peuvent avoir lieu, qui peuvent être utilisés pour justifier une fake news ou une théorie du complot. Et dans un tour de magie, c'est exactement la même chose. Si par exemple, on prend un tour un peu connu qui est celui de la femme coupée en deux, il y a un trucage, la boîte, vous en Merci doutez, de me rassurer. elle est truquée. Encore une fois, on exploite un biais cognitif quand on voit la tête et les pieds de quelqu'un qui dépasse d'une boîte, comme Albert Moukébert l'a mentionné tout à l'heure. Il y a un besoin de cohérence qui se crée et on va un peu reconstituer tout seul l'image que l'on a d'une personne. Et on va utiliser des arguments manipulatoires ou alors une musique un peu inquiétante, une musique mystique, comme on peut retrouver parfois dans les théories du complot, pour endormir un peu l'esprit critique et pour manipuler son auditoire. Donc c'est vraiment le premier lien que je fais pour qu'ils comprennent que s'ils sont avoir par un tour de magie qui utilise les mêmes mécanismes, ils peuvent se faire avoir de la même manière par des fake news. Le deuxième point que j'utilise, je travaille donc le développement de l'esprit critique et je travaille la manière dont ils vont réagir face à des événements et des situations qu'ils ne comprennent pas. Donc par exemple, donc si encore une fois on prend l'exemple du Covid, voilà, c'est un phénomène compliqué qu'on ne comprend pas très bien. On va émettre potentiellement plusieurs hypothèses. Est-ce que ça vient du pangolin?
Est-ce que ça s'est échappé des laboratoires de manière malencontreuse, ou est-ce que ça a été créé par le gouvernement? C'est des hypothèses, voilà, qu'on peut positionner, et ensuite on va les hiérarchiser de manière de probabilité en fonction des preuves qu'on a. Ça, c'est la méthode scientifique de base, a priori. Et du coup, moi, je fais pareil avec la magie. Je vais leur faire un tour de magie qu'ils vont pas forcément comprendre. En général, ils comprennent pas. Par exemple, je vais faire un tour de mentalisme où je vais deviner le nom de la cousine de la personne, et je vais lui dire, bah voilà, est-ce que tu peux émettre des hypothèses? Est-ce que j'ai lu dans tes pensées? C'est certes improbable, mais pourquoi pas imaginer cette hypothèse? Est-ce que je suis allé voir sur Facebook la veille des gens de ta famille pour préparer le tour? Ou est-ce que même la semaine dernière, je t'avais demandé et tu t'en souviens pas? Et à ton avis, quelle hypothèse est la plus probable? Et l'idée, c'est un peu de leur donner une méthodologie pour qu'ils puissent réagir face à des nouvelles surprenantes auxquelles ils ne comprennent pas sur les réseaux sociaux. Et un troisième outil que j'utilise, c'est de leur faire expérimenter la propagation d'une rumeur à travers un tour de magie. Donc, si vous voulez, j'avais prévu un petit truc. Bon, c'est très rapide. Et c'est maintenant, c'est la première fois qu'on fait de la magie chez nous. Je suis très contente. C'est pas grand-chose, mais c'est un tour de magie qui était pratique quand les bars étaient fermés pendant le Covid. Voilà, j'ai un verre d'eau, une bouteille d'eau plutôt. C'est un tour de magie, vous allez voir, qui était très pratique quand il y avait le couvre-feu. On peut essayer de s'imaginer qu'en fait, l'eau, si on se concentre, devient du vin. Oui. Voilà, c'est sympa. C'est un tour de magie qui n'a pas été fait depuis environ 2000 ans. Et voilà. Et après, c'est sympa. On peut en boire et voilà, on a gagné quelque chose. Bon, c'est un exemple un peu. Je trouve ça merveilleux. Un peu amusant. Et en réel, j'essaye de trouver des exemples. Bon, j'ai plus de choix que derrière un écran. Mais je vais leur expliquer, bah voilà, qu'est-ce que vous avez vu? Vous avez vu de l'eau se transformer en vin. Comment vous allez le raconter ce soir à votre famille? Donc, la personne va faire une simulation, elle le raconte à sa mère, bah voilà, le magicien, il a transformé l'eau en vin. Et ensuite, je vais dire, bah, à ton avis, comment elle va la raconter à un ami? Et je vais expliquer que ça peut être transformé parce que la personne a raconté sa perception de ce qu'il a vu et pas ce qui s'est vraiment passé. Et peut-être que la mère, elle va raconter à sa famille, bah, à une amie, bah voilà, dans la classe de mon fils, il y a un magicien, il est venu, on était au self, il a ouvert un robinet, il y a du vin qui a coulé. Enfin, et en gros, je leur fais un peu expérimenter la propagation d'une rumeur. Et les rumeurs, c'est des sujets qui sont importants pour eux, puisque dans la cour de récré, ça peut beaucoup circuler et ça peut mener à du cyberharcèlement. Donc ça, c'est des outils que j'utilise. Après, j'essaye aussi d'illustrer directement certains biais cognitifs. Donc le biais de perception visuelle, je vous en ai parlé tout à l'heure avec l'exemple il se positionne à des endroits différents. J'ai un tour qui illustre aussi le biais de confirmation. Donc le biais de confirmation, c'est un des biais auxquels on est le plus soumis, qui est le fait qu'on a tendance à valider à aller chercher à valider les informations qui vont dans le sens de ce qu'on croyait déjà, plutôt que de chercher la vérité, on va chercher à conforter nos croyances. Et j'ai un tour de magie qui illustre plutôt pas mal ce phénomène parce qu'ils vont être concentrés sur ce qu'ils avaient choisi et ils vont pas voir la globalité du tableau. J'illustre aussi le biais d'autorité. Après avoir fait un tour de magie, en général, ils sont assez impressionnés et ils me prennent pour quelqu'un de très fort ou d'impressionnant. Et j'en profite juste après pour essayer, par exemple, de leur faire croire que la Terre est plate. Et parfois, ça peut marcher si mes arguments sont bons et que le groupe n'a pas eu l'habitude, n'a pas eu de développement, a beaucoup d'esprit critique et il peut se faire, est particulièrement influençable, ça peut fonctionner. Donc, comment ils réagissent à ça? En général, ils sont choqués, ils sont très surpris. Surtout, certains pensent que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, qu'ils peuvent pas se faire avoir, parce que la plupart des personnes ont tendance à surestimer, tous, même nous, à se surestimer. Les capacités qu'on a. C'est pas propre à une génération toute particulière, c'est qu'on peut tous se faire avoir, quoi. Et même quand on travaille sur ces questions-là. Oui. Et donc leur faire expérimenter de manière assez un peu brutale le fait qu'ils peuvent se faire avoir facilement. En général, ils sont assez choqués et ça crée une brèche pédagogique intéressante pour derrière aller expliquer un peu le fonctionnement. Après, moi, voilà, je suis pas un expert du sujet comme Albert et Coralie, mais je fais de la vulgarisation. Mais je crée une brèche, ils vont être plus réceptifs à comprendre de quelle manière on peut se faire avoir et ils vont être très à l'écoute puisqu'ils ont vécu une erreur de perception. Oui. Exactement.
Est-ce qu'il y a un conseil que vous donnez tout particulièrement justement à ces jeunes pour éviter qu'ils tombent dans le travers de la fake news? En général, c'est parce que, donc, comme parfois, c'est en plus des jeunes qui, comme vous l'avez dit tout à l'heure, Coralie et Albert, les biais cognitifs sont pas quelque chose de négatif, c'est quelque chose qui est des raccourcis qui sont souvent positifs, mais qui de temps en temps mènent à des erreurs de perception. Donc, le but, c'est pas de leur faire perdre confiance en eux et qu'ils se disent que leur cerveau fonctionne pas et qu'ils font des erreurs tout le temps. C'est plutôt de les rassurer aussi sur leur perception, mais d'essayer d'identifier avec eux des situations dans lesquelles ils peuvent potentiellement se faire avoir. Mmh. Merci beaucoup. Albert, est-ce que c'est un peu dans ces mêmes messages-là que vous avez travaillé le livre qui vient de sortir justement sur le cerveau? Que j'ai lu. Pardon. Ah ouais, parfait. Que vous avez effectivement écrit. Est-ce que c'est un message qui est adressé au grand public pour comprendre cette mécanique-là de notre cerveau et pour justement lutter contre ce fléau qui existe sur les réseaux sociaux, notamment sur effectivement la fake news? Alors, la première intention n'était pas juste les fake news. Genre, il y a une petite partie sur les fake news, mais c'était plus vraiment expliquer comment est-ce qu'on acquiert de la connaissance. Et il y a les biais cognitifs, mais c'est surtout quels sont les différents contextes qui peuvent activer tel ou tel biais. Par exemple, quand je suis stressé, comment est-ce que je réduis l'ambiguïté? Si je suis en impuissance acquise, comment est-ce que je réduis l'ambiguïté? Donc, comment est-ce que comment est-ce que j'interprète le réel? Si je suis en illusion de connaissance, quand je surestime mes opinions, comment est-ce que j'interprète la réalité? Si il y a des normes sociales, comme disait Coralie, la collaboration est quelque chose de très important dans notre espèce, et du coup, si tout le monde pense quelque chose, est-ce que je pense comme eux? Et du coup, c'est plus pour expliquer cette idée que les biais sont souvent contextuels et que chaque situation appelle des sets d'heuristiques différents. Et essayer d'expliquer un peu comment tout ça marche. Et du coup, les fake news font partie, il y a quelques pages sur aussi les fake news. Coralie, dans la suite de cette question-là, vous êtes directrice de la formation en sciences pour un monde durable. Alors, je voudrais que vous m'en parliez de 2 mots et surtout, comment est-ce que vous avez intégré les sciences cognitives dans cette formation-là? Oui, alors c'est une formation qui est une formation interdisciplinaire qui mélange des sciences de l'environnement, on va dire des sciences dures, même si j'aime pas beaucoup ce mot-là, donc de la physique, de la chimie, de la biologie de l'environnement, et de l'économie et des sciences sociales de l'environnement. L'idée, c'est que ce qu'on souhaite, c'est former des profils vraiment pluridisciplinaires qui comprennent les enjeux du monde durable en utilisant tous les points de vue. C'est un petit peu comme les sciences cognitives. Quand on se dit pour comprendre le monde durable, eh bien, il faut adopter une diversité de points de vue. Donc, on aurait des ingénieurs qui auraient conscience du fait que quand on a une solution technique, à la fin, il faut quand même la déployer dans une société avec des humains. Et puis des gens qui sont en sciences sociales, en économie, des décideurs publics, qui comprennent un peu comment ça fonctionne un panneau solaire. Donc, c'est vraiment ça notre objectif. Comment on intègre les sciences cognitives? Tout simplement parce que quand on met en place une politique publique ou une technologie, il faut avoir conscience du fait qu'à la fin, c'est des cerveaux humains qui vont les réceptionner. Pour prendre un exemple très concret, la taxe carbone, on sait que c'est un dispositif très efficace. Ça fait consensus en économie. Mais je n'ai pas besoin d'expliquer davantage que la taxe carbone, il faut aussi prendre en compte la façon dont elle sera réceptionnée par la population. Sinon, ça ne marche pas. On réfléchit à des solutions techniques comme l'hydrogène pour chauffer les maisons. C'est très efficace, mais si les gens ont peur que leur maison explose, ça ne sera pas efficace parce qu'ils n'adopteront pas cette solution technique. Donc, vous voyez, en fait, la psychologie, on ne peut pas s'en affranchir. Toutes les solutions pour un monde durable, elles doivent, à la fin, passer par le cerveau des gens. Donc, on ne peut pas faire l'économie de comprendre comment fonctionne le cerveau. C'est à ça que servent les sciences cognitives. Je comprends parfaitement. Et vous avez eu déjà une première promotion. Comment est-ce que sont appréhendés ces sujets-là auprès des étudiants? Donc là, on a une première promotion et donc en première année, ils font tous la même chose. Donc, ils font tous autant de sciences que d'économie et de sciences sociales. Et en deuxième année, ils se spécialisent. Et le cours de psychologie de l'environnement dont je vous parlais, là, c'est un cours que je fais moi avec des personnes de mon équipe. Ce cours-là, il intervient en deuxième année et il est plus spécifiquement destiné à ceux qui s'intéressent aux sciences sociales, mais tous les étudiants de la promotion peuvent le prendre. Donc, on a une première promotion qui est arrivée l'année dernière, et là, on vient de finir
la phase Parcoursup pour la deuxième promotion. Donc, l'année prochaine, on aura des premières années et des deuxièmes années. Et ils sont formidables. Qu'est-ce qu'on peut dire au grand public pour essayer de se prémunir ou en tout cas d'être plus sensible à leurs biais dans l'interprétation d'une situation ou des actualités qui vont arriver? Là, je ne cite que l'exemple, je pense que vous avez pu voir tous les trois d'un homme politique qui a effectivement étendu des grandes lignes sur la dernière semaine avant le vote des présidentielles qui va avoir lieu en 2022 en annonçant des catastrophes pouvant biaiser le vote des électeurs. Il va y avoir, et il y a déjà de plus en plus effectivement de personnes qui viennent biaiser un regard, amener de l'information. Qu'est-ce qu'on peut dire en fait à ce grand public-là pour justement être peut-être plus méfiant? Alors j'aime pas ce mot méfiant, mais je me dirais plus curieux de l'information pour éviter de tomber dans un travers qui peut être parfois une grosse manipulation qui peut venir pas nécessairement ni du monde politique ni du monde scientifique, mais justement comment est-ce qu'on peut faire la différence entre tout ça? Peut-être Joachim, vous qui avez l'habitude de travailler avec des jeunes publics, mais que l'on peut très certainement transposer sur le grand public. En général, nous, quand on a affaire à des jeunes complotistes, donc on essaye de pas confronter directement leurs croyances, puisqu'en général, ça a un effet un peu inverse et ça a tendance à les renforcer. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on les rattache à la méthodologie qu'on peut conseiller dans ces cas-là, c'est d'aller vérifier les informations, de se rattacher aux faits et de vérifier donc la source de l'information qu'ils ont eue. Est-ce qu'il y a eu un travail journalistique sérieux derrière? Donc plutôt renvoyer à une méthodologie, écouter ce qu'ils disent, essayer de les comprendre et voilà. Albert, Coralie, pour compléter ça, peut-être Albert, sur ce sujet-là, comment est-ce qu'on peut accompagner et sensibiliser le public sur justement ce biais cognitif et ce biais d'interprétation que l'on peut avoir pour éviter encore une fois de tomber dans le panneau de personnes qui peuvent être des grands manipulateurs? Alors, la première chose, c'est d'accepter qu'on ne pourra jamais tout le temps éviter. C'est un peu ce que vous étiez en train de dire, genre croire que je ne pourrai jamais adhérer à une thèse fausse, c'est illusoire. Alors, moi, ça fait, je sais pas, une quinzaine d'années que je travaille sur les biais cognitifs. J'ai autant de biais que n'importe quelle personne qui me regarde et qui n'aurait jamais entendu parler. C'est pas possible d'avoir une sorte de garantie qu'on ne va pas tomber dans une croyance. Du coup, moi, souvent, quand je suis exposé à des hypothèses où je crois que la personne est, par exemple, complotiste, le premier réflexe que j'ai de me demander, et si c'était moi le complotiste, comment est-ce que je vais m'en rendre compte? Donc, déjà, commencer par se préoccuper d'une sorte d'hygiène de soi avant de vouloir changer l'opinion des autres. La deuxième chose, c'est il y a une sorte de fausse conception sur le raisonnement critique, c'est qu'il faut penser par soi-même. Mais c'est complètement absurde de vouloir penser par soi-même plein de sujets. On est supposé, pour les raisons que soulignait Coralie, déléguer. On est une espèce qui a besoin de déléguer et de collaborer ensemble. Par exemple, j'ai pas moi-même fait mon t-shirt, j'ai pas moi-même fait mes écouteurs, j'ai pas moi-même fait mon ordinateur, ni mon verre d'eau, ni mon crayon. Des personnes, d'autres humains les ont produits et on délègue. Le raisonnement critique, c'est aussi beaucoup déléguer. Je peux pas, moi, considérer que je peux avoir une opinion qui soit fiable ou que je puisse évaluer la fiabilité d'une information sur des sujets comme les OGM, les vaccins, le réchauffement climatique, le chômage, l'économie, les virus, l'astronomie, etc., etc. Et du coup, ça devient aussi en qui est-ce que j'ai confiance, à qui est-ce que je délègue mon raisonnement critique. Quand quelqu'un vous dit pensez par vous-même, très souvent, le message implicite derrière, c'est faites-moi confiance. C'est ça qui est dangereux. Moi, quand quelqu'un me dit Albert, ne sois pas un mouton, pense par toi-même, je me dis est-ce que j'ai le bagage nécessaire de penser par moi-même? Du coup, des fois aussi, c'est bien de ne pas avoir d'opinion, de me dire sur le traitement pour la Covid, est-ce que je vais soigner quelqu'un? Si je vais soigner personne, je suis pas un médecin, est-ce que j'ai besoin d'avoir une opinion hyper forte sur si l'hydroxychloroquine fonctionne ou pas? Je vais me dire ce sujet, je vais pas en interagir avec dans ma vie quotidienne, et du coup, je vais juste pas avoir d'opinion dessus. Donc, questionner mon opinion, qu'est-ce que je vais en faire? Est-ce que mon opinion, c'est quelque chose d'actionnable?
sur lequel je vais agir dans ma vie quotidienne, ou est-ce que je suis en train d'avoir une opinion pour des raisons, par exemple, de groupes sociaux, pour me sentir appartenir à un groupe ou pas, pour des raisons idéologiques, pour des raisons politiques, pour défendre, par exemple, un leader, et du coup, je vais trouver des rationalisations pour ce qu'il a dit ou pas, que ce soit tel ou tel politicien. Et du coup, c'est surtout suspendre son jugement. Des fois, pondérer nos opinions. Je suis pas obligé d'être à 100% pour, à 100% contre. Questionner, peut-être pas. Par exemple, pendant longtemps, au début de la crise de Covid, on a balayé, la majorité des gens ont balayé du revers de la main l'hypothèse que le virus est peut-être échappé d'un laboratoire. Et maintenant, on se retrouve à se dire, peut-être que. Et du coup, se dire, pondérer nos opinions et attendre d'avoir plus d'informations. Pour moi, vraiment, le conseil numéro 1 que je pourrais donner, c'est d'élayer votre opinion. Juste, n'ayez pas d'opinion vite. Donnez-vous, genre, si vous ne devez pas agir sur un sujet, donnez-vous 6 mois. Est-ce que vous êtes obligé d'avoir une opinion là, aujourd'hui, sur un sujet? Est-ce que vous allez agir là, aujourd'hui? Sinon, juste, c'est pas très grave. Et je fais le mea culpa. De tout ce qui a été dit sur confronter nos sources, etc., etc. Et je fais le mea culpa des médias sur effectivement ce côté urgent que l'on a à produire de l'information pour potentiellement nourrir des avis. Et effectivement, la question du temps lent, c'est un véritable effet bénéfique. Coralie, est-ce que vous auriez quelque chose à rajouter sur ces bons conseils-là de vérifier ses sources et d'utiliser le temps long pour mieux appréhender et mieux se faire un avis sur un sujet? Non, je trouve que c'est super ce qu'a dit Albert. Je trouve que parfois on met un peu trop d'emphase sur réfléchir par vous-même et esprit critique. Qu'est-ce que ça veut dire vraiment l'esprit critique? Et parfois, ce dont on manque, c'est de déférence et de capacité à se dire, OK, qui croire et pourquoi. Mais je voudrais juste vous parler, donc j'ai pas vraiment de conseils parce qu'en plus, tout ça, j'ai pas d'opinion en fait sur comment faire pour lutter contre ça, justement pour reprendre ce que disait Albert. Par contre, je voudrais vous parler de mon biais préféré. Mon biais préféré, c'est le biais de meilleur que la moyenne. En anglais, c'est better than average effect. Et on dit en français, la traduction, c'est supériorité illusoire. Donc, c'est l'illusion qu'on est supérieur. Et en fait, ce biais-là, il est marrant parce que tout le monde l'a. Si j'interroge 100 personnes et que je leur demande « Est-ce que vous êtes plus intelligent que la moyenne ?» 80 vont dire « Oui, je suis plus intelligent que la moyenne », ce qui n'est pas possible en fait, puisque c'est une moyenne. Et ça marche pour tout. Est-ce que vous conduisez mieux que la moyenne? Est-ce que vous lisez plus que la moyenne? Est-ce que vous êtes plus gentil, plus généreux que la moyenne? Donc, les gens pensent qu'ils sont plus que, et puis il faut remplacer par ce que vous voulez, que la moyenne. Ce qui est amusant avec ce biais, c'est que une fois qu'on l'a expliqué, donc voilà, je vous ai expliqué le biais de supériorité illusoire. Et maintenant, si je dis, est-ce que vous pensez être moins susceptible que la moyenne au biais de supériorité illusoire? Ça marche aussi. Les gens, ils sont biaisés à penser qu'ils sont meilleurs à pas être biaisés. Donc, en fait, ce que ça montre, c'est qu'on est tous un peu biaisés et qu'il faut partir du principe que personne n'est immunisé contre les propos manipulatoires et que tout ça, c'est pour des bonnes raisons, parce que quelque part, on a raison par défaut de faire plutôt confiance aux gens. C'est affreux si à chaque fois que quelqu'un nous parle, on se dit que peut-être c'est une fake news et que peut-être on a tort d'avoir confiance. C'est plutôt agréable de vivre dans une société où on a tous confiance. Donc, le baseline de ça, il est positif. Mais donc, il faut avoir en tête qu'on est, quelque part, on a tous tendance à penser qu'on est plus malin que les autres, quoi. Et j'aimerais bien qu'on reste sur ces quelques paroles pour cette fin de conférence. Je voudrais qu'on remette à l'affiche le livre d'Albert qui vient de sortir pour aller encore plus loin sur ces sujets-là. Et revenir maintenant, je voudrais vous remercier à tous les trois d'avoir été là ce soir, d'avoir participé à notre manière à nous au Mouvement Up, effectivement d'informer sur la solution et sur les acteurs du changement, comme vous êtes vous tous dans vos secteurs sur ce sujet-là et notamment sur le sujet de la lutte contre les fake news. Et merci pour cette explication de ce qu'est le biais cognitif
positif ce soir. Merci des outils que vous avez donnés. Vous saurez que Mouvement Up sort son numéro d'été sur la culture et la culture engagée. On est en prévente sur la page de KissKissBankBank. N'hésitez pas à venir y adhérer et à venir vous abonner ou à acheter en prévente le prochain numéro. On vous fait 148 pages de pur plaisir sur la culture et l'engagement de la culture, justement, qui fait partie et qui est essentiel au pacte social et au contrat social pour faire société. Je vous souhaite à tous les trois une excellente soirée. Je vous souhaite à tous derrière votre écran une excellente soirée. Vous saurez que cette conférence sera rediffusée en podcast et sur notre chaîne YouTube dès la semaine prochaine. N'hésitez pas à y revenir. On vous a mis toutes les références de chacune des activités de nos 3 invités sur tous nos réseaux sociaux si vous voulez aller plus loin. Merci Coralie, merci Albert, merci Joachim d'être intervenus ce soir. Je vous souhaite une excellente soirée. Merci. Bonne soirée, merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir.